Et je suis accompagnée de Laurent Gaetani, DG, directeur général de Growth Petercam Gestion. Bonjour. Bonjour. Alors, le mois de décembre est assez décevant si on regarde la performance des marchés, des indices européens en tout cas. Les investisseurs ont tout d'abord été déçus par la BCE et puis maintenant il y a les inquiétudes concernant le pétrole qui se sont rajoutées. Comment est-ce que vous appréhendez, vous, ces marchés actuellement? On attendait un rallye de fin d'année. En tout cas, bon là, il semble que ce soit complètement mis de côté. Est-ce que vous êtes hors des marchés actuellement? Quelle est votre stratégie? Hors des marchés, non, mais des positions en cash qui ont augmenté. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'attentes autour de la Banque centrale européenne. Comme d'habitude, en fait, ça a eu un excès de volatilité sur les marchés. Je pense qu'il ne faut pas non plus trop attendre des banques centrales. Le premier objectif d'une banque centrale, c'est d'établir une politique monétaire et la stabilité des prix. Ce n'est pas de favoriser les marchés financiers. Les attentes étaient trop grandes finalement. Les attentes étaient trop grandes, largement anticipées. Et finalement, le marché a été déçu. Mais ce qu'a fait Mario Draghi est plutôt sain. Il n'y avait pas intérêt à en faire plus. Il se laisse des cartouches pour l'année 2016. Donc voilà, donc effectivement... Comment est-ce que vous expliquez cette sous-performance actuelle des marchés? Je crois que c'est surtout une inquiétude par rapport à la croissance mondiale, une croissance molle due à un déficit de demande et une faiblesse des investissements. Je crois que ce qu'il y a surtout... Logiquement, après la décision de la Banque centrale européenne, s'il n'y avait pas eu le choc sur les marchés pétroliers, le marché aurait dû reprendre une direction un peu plus favorable après avoir digéré le discours de Mario Draghi. Il y a eu une chute des matières premières et ça, c'est vraiment ce qui inquiète le marché. Bon, bah voilà, ça se matérialise par effectivement une demande plus faible et le ralentissement chinois. Quels sont les risques concrètement d'avoir un pétrole sous les $40 comme on a actuellement? On est sur les niveaux de 2004 là. Les risques d'un pétrole sous les $40, c'est qu'en fait, à ce niveau-là de $40, on a les sociétés américaines, principalement dans le pétrole et le gaz de schiste, en fait, qui sont plus rentables en dessous de $40. Et donc, on l'a vu récemment, des tensions sur le marché du haut rendement américain. Et vraisemblablement, il faudra s'attendre peut-être à une hausse des défauts dans ce secteur-là aux États-Unis. Et ça peut avoir des conséquences assez graves. Il ne faut pas oublier que c'est le secteur un des secteurs qui a embauché le plus ces 5 dernières années aux États-Unis. Donc il faut être très très vigilant en 2016. Donc l'économie américaine pourrait se retourner, du coup on pourrait avoir un scénario catastrophe au final sur le scénario catastrophe, peut-être pas, parce que finalement on voit que la croissance américaine est attendue autour de 2,5%. On est quand même au plein emploi aux États-Unis. Mais par contre, on est en haut de cycle économique aux États-Unis, contrairement à ce qui se passe en Europe ou au Japon. Donc il ne faut pas non plus s'attendre à grand-chose. Les marges bénéficiaires aux États-Unis sont au top. Donc vous pensez que finalement la Fed a trop tardé pour relever ses taux? Elle aurait dû le faire peut-être plus tôt, parce que là si on a un retournement finalement de l'économie, ça tombe mal avec un relèvement des taux. Oui, c'est vrai. La Fed a trop tardé. Oui et non. Enfin, encore une fois, ça a joué sur, ça a apporté beaucoup de volatilité. Une hausse de 25 points de base, finalement, c'est difficile de ne pas le faire, étant donné la situation de plein emploi. Et puis une croissance qui est quand même relativement satisfaisante, même si on ne retrouvera pas les niveaux d'avant 2008. Les cibles d'inflation, on n'est toujours pas aux 2%, mais mine de rien, on s'en rapproche. Il commence à y avoir quand même une accélération des salaires aux États-Unis, même si tout ça est très lent, ça va quand même dans le bon sens. Et puis Janet Yellen a quand même rassuré les marchés. Le cycle de resserrement monétaire sera quand même assez graduel. On voit d'ailleurs que ce n'est pas du tout ce qu'anticipent les marchés. Les marchés anticipent un resserrement encore beaucoup plus lent, puisque pour l'instant le marché price seulement 2 hausses dans les 2016, alors qu'Janet Yellen parle plutôt de 4, une chaque trimestre. Votre allocation, elle tient compte d'un pétrole à quel niveau? Difficile. Honnêtement, on ne fait pas de prévision sur le pétrole, mais ce qui est certain, c'est qu'on ne va pas retrouver les niveaux de 70, 80 $, tout de suite. Il faudrait pour cela vraiment une demande qui soit supérieure pour justement faire face à cette abondance d'offres, avec de nouveau maintenant l'Iran qui est de nouveau sur la scène internationale, les États-Unis qui vont se remettre à exporter du pétrole. Donc,
pour faire face à cet excès d'offres, il faut une demande plus forte. Malheureusement, ce n'est pas pour l'instant ce qui se matérialise en 2016 puisqu'on ne voit pas d'accélération de la croissance mondiale, mais plutôt un tassement autour de 3%, voire peut-être même un petit peu moins. Vous en parliez justement, l'Europe, du Japon, on parle souvent d'un risque de japonisation en Europe, c'est-à-dire finalement une économie très molle, avec une banque centrale qui poursuit cette politique monétaire très accommodante. C'est un risque réel en Europe, parce qu'on parle quand même de la reprise européenne. On parle de la reprise elle est quand même encore assez lente, hein. On parle de 1,5 de croissance en 2015, peut-être un petit peu plus en 2016. Il pourrait quand même y avoir des bonnes surprises. Pour l'instant, les perspectives sont autour de 1,6, 1,7 de croissance en zone euro en 2016. Mais c'est vrai que pour l'instant, les prix ne remontent pas. Et c'est le vrai souci de Mario Draghi, puisqu'en fait, il y a de la déflation importée avec le pétrole. Donc pour lui, c'est un vrai casse-tête. Mais peut-être qu'il y aura aussi une remise aux causes des banques centrales. Peut-être qu'aujourd'hui, la cible d'inflation de 2%, c'est peut-être plus la cible qu'il faut avoir en perspective, parce qu'on est sûrement dans un nouveau cycle effectivement de croissance mondiale qui sera peut-être un peu plus lent. Il faudrait remettre en question du coup cet objectif de 2% de l'inflation. Peut-être qu'il est trop élevé, peut-être que par rapport au cycle mondial aujourd'hui, on n'atteindra plus les niveaux de croissance qu'on avait avant dans le monde, et ça amène forcément à une inflation un peu plus faible. Donc voilà, c'est peut-être des remises en question, mais en tout cas la cible de 2% sera compliquée à atteindre en 2016. Si on regarde en tout cas le modèle japonais, on a le sentiment qu'en effet ils ont eu une période très compliquée, mais ça a l'air d'aller un petit peu mieux aujourd'hui. Ça a l'air d'aller un petit peu mieux, les marges des entreprises s'améliorent, les bénéfices des entreprises au Japon s'améliorent, il commence à y avoir une petite accélération des salaires, donc ça c'est vraiment, ça va vraiment dans le bon sens. Peut-être qu'il y aura encore vraisemblablement un accroissement de la politique monétaire au Japon. Et puis en termes de valorisation, ça reste attrayant. Ouais. Donc vous pensez que finalement le Japon doit continuer cette politique accommodante, on voit les valorisations, vous disiez, qui sont attractives, c'est finalement plutôt positif pour les marchés? C'est plutôt positif sur les marchés, oui, tout à fait. Vous êtes positif, vous, sur les marchés actions japonais? Positif sur les marchés actions japonais, surtout en termes de valorisation, mais y compris en zone euro, pareil, pour les mêmes raisons, hein. Valorisation, quantitative easing qui est en place, et des coûts liés aux matières premières qui sont finalement très faibles. Alors pour 2016, vous avez parlé du Japon, un petit peu des États-Unis et de l'Europe. Quelle est votre allocation? Qu'est-ce que vous recommandez donc pour l'année prochaine? Alors qu'est-ce qu'on demande pour l'année prochaine? Déjà être quand même assez prudent, parce qu'il y a quand même des risques en 2016 qui sont finalement semblables à ceux qu'on a vécu en 2015. Sur les actions, être quand même surpondéré, faut être assez pragmatique, hein, voir où finalement il y a la dynamique de croissance qui est la plus importante, c'est en zone euro, avec des valorisations qui sont en tout cas à leur prix, mais pas excessives. Également au Japon, peut-être sous-pondérer effectivement les marchés américains qui sont très chers, hein. On sort quand même de 5-6 ans de période de hausse quasiment ininterrompue. Et puis sur les marchés émergents, il y aura des choses à faire en 2016 sur les marchés émergents, principalement pour les pays importateurs de matières premières, qui ont subi quasiment la même correction que les exportateurs. Donc il faudra être très sélectif en 2016 sur les marchés émergents. C'est encore trop tôt pour l'instant? C'est peut-être encore trop, bien qu'il commence à y avoir des points d'entrée sur les marchés asiatiques. Beaucoup de gérants commencent à reparler des marchés émergents en disant voilà, il y a des points d'entrée, mais pour l'instant on surveille, on n'est pas encore positionné. Il y a des points d'entrée, et il y a des points d'entrée sur les devises, il y a des points d'entrée sur les dettes, et sur les marchés actions émergents, il y aura forcément des points d'entrée. Je pense qu'en 2016, de manière globale, il faudra être flexible dans son allocation, mais il y aura des opportunités, pourquoi pas des bonnes surprises, mais garder à l'esprit qu'on aura forcément peut-être des performances un peu moins élevées qu'auparavant sur les marchés actions, que les marchés de taux finalement ne protègent plus tant que ça, les marchés de taux sont à zéro, donc il y a forcément peu d'alternatives. Peut-être pourquoi pas aussi mettre dans une allocation des stratégies type absolute return, ça peut aujourd'hui avoir du sens. Oui, c'est vrai que vous estimez finalement que les rendements seront peut-être un peu moins importants qu'en 2015, donc avoir une allocation plutôt défensive.
Pour l'instant, ouais, être un petit peu plus défensif. On est tous un peu dans l'expectative. Il va y avoir des grands défis en 2016. Toujours le rôle des banquiers centraux. Je crois qu'il faut vraiment que les investisseurs aient conscience que voilà, les banquiers centraux ne sont pas là pour soutenir les marchés, mais pour faire leur politique monétaire. Il y a le référendum en Angleterre qui est attendu. Il y a les risques géopolitiques. Bref, il y a quand même pas mal de risques dans le marché. Il y aura forcément de la volatilité avec, il ne faut pas l'oublier, des politiques monétaires divergentes par la Banque d'Angleterre et la banque aux États-Unis versus Banque Centrale Européenne, Banque du Japon et Banque de Chine. Merci Laurent Gattani, donc le directeur général de Degroof Petercam Gestion. On passe à la suite de Direct Marché, c'est un gérant, 3 questions.